Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce jeudi 18 novembre. Calinothérapie à l'Élysée, où Jean-Louis Borloo puis Hervé Morin ont été reçus par Nicolas Sarkozy, soucieux de montrer qu'il n'a pas tourné le dos au centre. Tous les recalés du remaniement vont d'ailleurs défiler. Ce fut aussi le cas aujourd'hui d'Éric Woerth. L'arrivée de jurés populaires en correctionnel souhaitée par le chef de l'État serait un grand bouleversement. Nous ouvrons le débat dans le 19h avec nos invités, l'ancien ministre de la Justice Pascal Clément et l'avocat pénaliste Thierry Lévy. Les familles des victimes de l'attentat de Karachi réclament plus que jamais la vérité après les accusations choc de Charles Millon et interpellent l'Élysée. Notre invitée, Sandrine Leclerc, dont le père a été tué, elle est notre invitée et elle témoigne dans ce livre. On nous appelle les Karachi. Deux hommes à table aujourd'hui à l'Élysée, 2 heures durant, le temps d'un long déjeuner et d'un tour d'horizon complet. Nicolas Sarkozy a donc reçu Jean-Louis Borloo, prenant soin de raccompagner son ancien ministre d'État jusqu'au perron de l'Élysée. Le président du nouveau centre, Hervé Morin, a été reçu également dans l'après-midi. Le chef de l'État avait tenu à souligner dès hier que son intention donc n'était pas de négliger le centre. Le successeur d'Hervé Morin, Alain Juppé, se voit aujourd'hui confronté à ses anciennes prises de position pour le désarmement nucléaire mondial ou encore contre le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Comment compte-t-il gérer cette dernière contradiction avec le chef de l'État lors du sommet de l'OTAN demain à Lisbonne? Élément de réponse avec Flora Sauvage. Tout juste nommé ministre de la Défense, Alain Juppé va devoir mettre de l'eau dans son vin. Entre ses convictions personnelles et la vision du chef de l'État, il va jouer un numéro d'équilibriste, car les deux hommes sont loin d'être sur la même longueur d'onde. À la veille du sommet de l'OTAN à Lisbonne, les dossiers qui l'attendent risquent de le mettre en porte-à-faux avec Nicolas Sarkozy, le chef des armées. Premier dossier qui fâche, la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Pour ce fidèle gaulliste qui critiquait encore il y a 2 ans un marché de dupes, la France doit garder sa position originale. Mais ses propos n'apparaissent plus sur son blog. Hier, lors de sa première intervention médiatique comme ministre de la Défense, Alain Juppé est rentré dans le rang. Les temps ont changé aujourd'hui. J'avais émis quelques réserves sur l'opportunité d'accélérer. Bien, ça a été fait. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que sur un certain nombre de points, nous avons été entendus. L'OTAN est en train de réformer sa gouvernance. Autre dossier dans lequel Alain Juppé s'était montré très critique, l'arme atomique. Dans Le Monde, daté du 15 octobre 2009, il avait lancé un appel à un désarmement nucléaire complet aux côtés de Michel Rocard et d'Alain Richard. Mais depuis, il s'est fait très discret sur le sujet. Demain, au sommet de Lisbonne, Alain Juppé va devoir composer avec ses convictions et celles du chef de l'État. Reste à savoir s'il saura exister face à Nicolas Sarkozy. Du côté de l'opposition, maintenant, les sénateurs verts du Sénat pourraient passer lors des prochaines élections de 4 à 11. C'est en tout cas l'offre du Parti socialiste qui a gelé pour eux des sièges réservés, comme l'on dit. Explication de Patrick Jean-Pierre. L'enjeu est de taille, faire basculer le Sénat à gauche au sénatorial 2011. Ce serait une première dans l'histoire de la Ve République. À moins d'1 an du scrutin, le Parti socialiste s'est positionné en garant du rassemblement de la gauche. Le PS propose 11 sièges aux écologistes et 10 places au Parti communiste. Ça me paraît être un rassemblement équilibré qui tienne compte à la fois de la réalité des grands électeurs, mais en même temps de la volonté de se rassembler. Dans l'Essonne, les socialistes concèdent la tête de liste à Jean-Vincent Placé, proche de Cécile Duflot, ce qui augure des querelles partisanes dans le département de François Lamy, un proche de Martine Aubry. Cette première place en Essonne, par exemple, était un des impératifs les plus importants pour notre négociation et pour notre mouvement. Le Parti socialiste doit savoir ou doit nous prouver qu'il sait ce qu'il veut en vue de 2012. Mais cette répartition préconisée par le PS est loin de faire l'unanimité. Ce qui a été annoncé par le Parti socialiste, pour une part, le regarde, et nous disons ce n'est pas suffisant. Il faut poursuivre le débat entre les formations de gauche. Du côté des radicaux, Jean-Michel Bellé a jugé humiliante et inacceptable le seul siège réservé au PRG. Et Jean-Michel Bellé de rajouter, je cite, « Les socialistes se foutent de notre gueule ». Fin de citation. François Baroin a dû s'y reprendre à 2 fois pour faire adopter le budget 2011 par l'Assemblée nationale hier soir. Tous les députés, y compris de l'UMP, ont dénoncé un coup de force contre une quarantaine d'amendements jugés dépensiers par le gouvernement.
Inversement des rôles en vue au Sénat où la pression va s'exercer sur un budget jugé encore trop laxiste. Explication de Tam Tranui. Lendemain difficile pour François Baroin. Je vous demanderai juste un tout petit peu d'indulgence en fait pour ma voix étant atteint d'un petit microbe mais qui n'a rien à voir avec la séance d'hier. Hier conspué par les députés, le ministre du Budget ne plaît pas plus au Sénat. En apparence, sa majorité le soutient. En réalité, dans la commission des finances, on n'a qu'un mot d'ordre. Dans une période difficile, des efforts doivent être faits par toutes et tous. Dans un rapport, Philippe Marini a enchaîné les piques envers le gouvernement sous forme de soustraction. Coût du bouclier fiscal, 700 millions d'euros. Suppression de la taxe professionnelle, moins 5 milliards. Résultat, selon le rapporteur du budget, il faut ramer pour rattraper le retard du déficit. Même son de cloche du côté de Jean Arthuis. Le gouvernement refuse toujours d'augmenter les prélèvements obligatoires. C'est pour lui une absurdité. Et le sénateur centriste de rappeler. J'ai ainsi voté contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'en conscience, je ne pouvais pas admettre les expédients, et pourquoi ne pas le dire, les bricolages conçus à la va-vite. Cette fois-ci encore, il pourrait mettre sa menace à exécution. Cerise sur le gâteau, aujourd'hui, même l'OCDE vient contredire les chiffres du gouvernement, mais Christine Lagarde reste confiante. On a une croissance qui redémarre dans le monde entier, une France qui reçoit une demande extérieure, et donc je crois qu'on a toutes les raisons de conserver cette prévision à 2%. Pas sûr que la méthode Coué ministérielle suffise. Notons ce soir que le président de la Banque centrale européenne se dit profondément inquiet sur la gouvernance économique de la zone euro. Jean-Claude Trichet redoute en effet les conséquences économiques et monétaires des réticences de l'Irlande à un plan de sauvetage financier, refus que l'Union européenne ne parvient pas à contrecarrer tout à fait. Jean-Marie Le Pen n'a pas l'intention de quitter la scène quand sera désigné son successeur dans 2 mois. Il a fait modifier les statuts du Front National dont il deviendra, après le congrès de Tours, le président d'honneur à 82 ans. Les familles des victimes de l'attentat de Karachi interpellent plus fortement encore l'Élysée au lendemain de la révélation des accusations de Charles Millon. Elles souhaitent ces familles l'audition de Nicolas Sarkozy, mais aussi de Jacques Chirac. Margot Aubrio. L'affaire Karachi prend une tournure hautement sensible pour Nicolas Sarkozy au lendemain des révélations de Charles Millon. Le président de la République qualifiait il y a 1 an l'affaire de fable. Mais aujourd'hui, les familles des victimes montent au créneau et lui réclament des comptes. Elles demandent l'audition de l'ancien chef de l'État, Jacques Chirac, de son secrétaire général à l'Élysée, Dominique de Villepin, et surtout de Nicolas Sarkozy. Pakistanais, M. Zardari, mais que le président de la République française est également au cœur du système de corruption qui a été mis en place. La non-réponse à cette mise en cause sera un aveu implicite que nous ne sommes pas en présence d'une fable, mais d'un véritable scandale d'État. Les familles des victimes exigent la vérité. Et toute la gauche somme le président de s'expliquer et demande la levée du secret défense. Hier soir sur Public Sénat, Michel Rocard s'exprimait en tant qu'artisan d'une loi sur la moralisation financière de la vie politique. Et même le code de la route, qui est aussi une loi, est enfreint de temps en temps. Même les lois fiscales sont enfreintes de temps en temps. Soyons pas naïfs. Toute loi qui viole des intérêts a vocation à être de temps en temps violée. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit imposée, que la justice marche et que les infractions diminuent. Corruption, intermédiaires suspects, financement douteux. L'affaire devient bien embarrassante pour Nicolas Sarkozy. Et pourtant, le président ne pourra être ni inquiété ni interrogé pendant la durée de son mandat. Nicolas Sarkozy pourrait donc être à l'abri jusqu'en 2012 ou jusqu'en 2017 en cas de réélection. Voilà, et Sandrine Leclerc qui publie ce livre, On nous appelle les Karachi, et qui est la fille d'une des victimes de l'attentat de 2002, va nous rejoindre dans quelques minutes. Avec nous et également sur ce plateau Pascal Clément. Bonsoir, vous êtes ancien ministre de la Justice. À vos côtés, l'avocat Thierry Lévy. Première question peut-être, avant d'évoquer l'idée de faire entrer des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels. Monsieur le ministre, est-ce que vous estimez qu'il y a un abus du secret défense dans ce dossier, dans cette affaire Karachi ?
J'avoue que je ne le connais pas très bien, mais je suis un peu surpris de ce qui arrive, de la mesure où j'étais moi-même dans la campagne d'Édouard Balladur. Je me souviens que Nicolas Sarkozy fut son porte-parole. Je ne me souviens pas qu'il fut son trésorier. Et je ne vois pas le lien entre l'affaire de Karachi et l'ancien porte-parole de la campagne de M. Balladur. Première observation. Deuxième observation, le secret défense, ça protège pas simplement les hommes politiques français ou les hauts fonctionnaires français ou les officiers français, ça protège aussi l'autre côté, les acheteurs. Donc, avant de dire il faut faire sauter tout ça, il faut connaître le dossier à fond, avant de donner une phrase rapide, un peu démagogique, qui ne méconnaîtrait le sujet. Je ne le connais pas assez pour en parler. D'accord. À vos côtés, donc, Maître Thierry Lévy. Bonsoir. Dans vos combats, dans vos dossiers, vous vous êtes déjà heurté au secret d'État? Non, moi je n'ai pas eu cette malchance. Mais s'agissant de l'affaire dont nous venons de parler, il me semble que la question la plus préoccupante, c'est que le Conseil constitutionnel refuse de communiquer les comptes de campagne de M. Balladur, alors qu'il y a un lien évident entre l'affaire de Karachi et le rôle que le secrétaire d'État au budget de l'époque a pu jouer. Il était ministre. Oui, il était ministre. A fortiori, vous me direz. Bon, a fortiori. Et il était également le porte-parole du candidat. Donc il avait un rôle très important. Et je trouve anormal qu'on ne puisse pas avoir d'informations complémentaires. Surtout si on sait, et si cette information est confirmée, elle est capitale, que le ministre a accepté que l'argent des commissions, je ne parle même pas des rétrocommissions, aille dans des sociétés opaques. Offshore. Enfin, opaques. Et quand on parle d'opacité... Et comment vous le savez, tout ça? Je viens de le lire dans Le Monde. Et comment Le Monde le sait? Le Monde le sait, je pense... Bon, alors écoutez, messieurs... C'est sous foi de la presse. Bon, messieurs, je vous propose... Je n'en sais rien. Mais je dis c'est quand même étonnant. Il ne faut pas affirmer... C'est un fait comme celui-là est un fait essentiel. Si réellement l'argent des commissions a été placé dans des sociétés opaques, eh bien nous sommes en présence d'un fait délictuel. Messieurs, je vous propose maintenant d'écouter ensemble ce que va nous dire Sandrine Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fille de Jean-Yves Leclerc, qui était mécanicien dieseliste pour la direction des constructions navales et qui est donc l'une des 11 victimes françaises qui ont trouvé la mort lors de l'attentat de 2002, je le disais tout à l'heure. Et vous témoignez avec Magali Drouet dans ce livre, On nous appelle les Karachi. Ce livre est d'abord un hommage à votre père. Oui, tout à fait. Pour nous, c'était un moyen de faire notre devoir de mémoire envers nos pères et de témoigner aussi du fait que cette affaire, c'est pas seulement un tas de papiers chez un juge, c'est pas seulement une affaire politique, c'est aussi 11 pères de famille qui sont morts. Donc c'est un hommage, mais c'est aussi une interrogation. Pourquoi il est mort? Ah oui, pourquoi? Nous, ça fait plus de 8 ans qu'on se pose la question, qu'on se bat, qu'on se... Plus de 8 ans? Plus de 8 ans, oui, maintenant. On s'est battu dès l'attentat. Dès l'attentat, dans les jours qui ont suivi, on s'est posé des questions par rapport à la piste qui nous était jetée en pâture, c'est-à-dire Al-Qaïda. Et lorsqu'on a posé des questions, on a eu de suite des fins de non-recevoir. Donc ça éveille un petit peu la curiosité. Tout de suite, d'emblée, vous avez eu des soupçons. Et d'ailleurs, j'ai été un peu surpris de découvrir dans votre récit que vous avez été maltraité par les autorités dès l'annonce de la tragédie. Oui, alors malgré les communications qui ont été faites autour de notre gestion, qui visaient à dire qu'on a été très bien entourés, nous on dirait plutôt qu'on a été encerclés. C'est-à-dire qu'on nous a simplement conseillé de ne pas parler aux médias. On a refusé l'aide de psychologues spécialisés publics au profit de psychologues militaires. On nous a donné des assistantes sociales, en particulier une qui était complètement, vous avez dû lire, c'est assez anecdotique dans notre livre, incompétente. Vous êtes sévère avec elle, oui. Ben, je crois que là on est au-delà de la maladresse. D'accord. Et bien sûr, lorsqu'on a essayé de s'impliquer dans l'instruction judiciaire, on a eu face à nous un juge antiterroriste, le juge Bruguière en l'occurrence, qui quelque part a fait en sorte qu'on ne s'implique pas dans l'instruction. Et quand est-ce que le sentiment de révolte s'est ajouté au chagrin dans votre cas? Comme je vous l'ai dit, je crois qu'il est arrivé très rapidement. Mais ensuite... Non, l'interrogation d'abord, des interrogations, mais la révolte. Parce que vous avez des mots sur notre pays qui sont très durs. Et sur ses institutions, et sur ses élus.
Alors, je crois que non, on a quand même, comment dire, on a du respect pour les institutions françaises, qu'on soit clair. Là où quelque part on peut... Du respect, mais quand même un jugement sévère. Un jugement sévère, mais je crois qu'on a une justice française grâce au juge d'instruction qui peut fonctionner. Maintenant, je crois qu'on est aussi dans des affaires d'hommes. C'est pas l'État qu'on vise, mais effectivement, si des hommes d'État ont des choses à se reprocher dans le cadre de notre affaire, je vois pas pourquoi on se priverait, nous, de la vérité, simplement pour leurs intérêts personnels. Alors, vous réclamez la vérité avec une majuscule à vérité. Est-ce que vous pensez, dans votre livre, elle y est à chaque fois, vous pensez qu'un jour vous connaîtrez la vérité? Et nous tous, d'ailleurs. On a espoir parce qu'on pense que notre cause, elle est légitime, parce que c'est quand même 14 morts qu'Arachid, 11 Français. Ce sont des familles qui se battent depuis le début et on a le droit quand même de savoir qui sont les coupables, c'est-à-dire qui a posé la bombe, qui sont les commanditaires et qui sont les responsables de par leurs activités, quel que soit leur statut en France et au Pakistan. Vous rappelez que vous avez été reçu une première fois par Nicolas Sarkozy, hein, fois, oui. en 2008. Qu'est-ce qu'il vous avait dit précisément alors? Il s'était engagé à 3 choses. Premièrement, à nous recevoir chaque année, promesse non tenue malgré nos demandes répétitives. Deuxièmement, à ce que toutes les informations concernant l'enquête ne soient apportées par voie officielle. Là aussi, promesse non tenue, puisque la piste la plus crédible et actuelle, on l'a appris une fois de plus dans les médias. Et troisièmement, à nous soutenir pour que toute la vérité soit faite. Alors, qu'il essaie de tenir cette dernière promesse au moins, et quelque part qu'il soit entendu à titre de témoin pour nous apporter des explications. Alors c'est pas possible, Pascal Clément, ici, ancien ministre de la Justice, on ne peut pas entendre a priori le chef de l'État. Ça, c'est une décision. S'il est volontaire pour le faire, on demande... S'il est volontaire, vous avez raison. Enfin, si vous voulez, si chaque fois qu'on soupçonne un chef d'État, quel qu'il soit, de ceci ou de cela, il n'y a plus un chef d'État qui peut travailler. Alors, je vous trouve admirable, je trouve que ce que vous dites est très touchant et je vous écoute avec attention et certainement compassion, mais je crois qu'il faut distinguer le chef de l'État, quel qu'il soit, je ne parle pas de Nicolas Sarkozy. Vous en parliez tout à l'heure, vous pourquoi l'impliquer dans cette affaire? Non, parce que je parle d'un autre sujet, si vous me permettez. De distinguer le chef de l'État avec toutes les contingences qui sont inévitables et inhérentes à la vie sociale, où on peut faire un procès tous les mois à un chef d'État tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on dit on attend la fin du mandat, etc. S'il est auditionné, vous savez bien que ça ne suffira pas. Et on rentre dans une mécanique, entre guillemets, infernale. Donc je reconnais votre douleur, et je suis tout à fait compatissant, mais je crois qu'il n'est pas bon de mettre en cause alors cette décision qui est à la fois celle de la Cour de cassation et celle du Conseil constitutionnel. Mais au nom de la vérité qu'elle réclame avec les autres. C'est que tout le monde reconnaît notre douleur depuis 8 ans, tout le monde jette ça en pâture au public, mais personne ne fait rien pour nous, si ce n'est des juges d'instruction, des journalistes d'investigation et un avocat. Et là, quand vous dites quelque part, on ne peut pas faire ça tous les mois à Nicolas Sarkozy, moi je vais vous relater ce qu'avait dit un jour un conseiller à Magali Drouet, autre porte-parole du collectif. C'est le président Sarkozy, le président de la République, il n'a pas que ça à faire de recevoir des gens pour des petits bobos personnels. 11 morts. Non, mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais pensé ça. Non, je vous dis simplement qu'un chef de l'État, quelle que soit la douleur des victimes ou des filles ou des enfants des victimes, s'il est sollicité par la justice d'une manière régulière, il ne peut plus être chef d'État. C'est simplement ce que je dis. C'est pas de manière régulière, là. Je pense qu'on est quand même dans le cadre d'un attentat. Vous savez bien qu'à partir du moment où vous faites une exception pour une raison tout à fait respectable, c'est la vôtre. Vous en avez plusieurs exceptions qui vont venir dans la foulée. Non, mais indépendamment, parce que l'audition de Nicolas Sarkozy n'apporterait rien. Oui, à mon avis, en plus. Ça, c'est vraisemblable. En revanche, ce qu'il pourrait faire, tout chef d'État qu'il est, c'est ordonner la levée du secret défense et la mise à la disposition du juge de toutes les pièces du dossier. Évidemment. Ça, il peut le faire. Sandrine Leclerc. Sandrine Leclerc. Je peux dire un mot à Maître Lévy. Oui, un mot à Maître Lévy. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai rappelé que le secret défense protégeait aussi les autres, pas simplement les Français. Le secret défense doit protéger l'État. Le secret défense doit protéger l'État, pas des hommes d'État. Mais les autres, c'est les acheteurs, les Pakistanais. Si le secret défense, il n'a pas été très efficace comme protection, puisqu'il y a 14 morts dans cette histoire. Donc la protection Sandrine Leclerc, vous êtes plutôt nulle. Vous êtes professeur à Perpignan. Vous étiez déjà à Perpignan d'ailleurs, à un moment du drame. Vous racontez comment vous avez reçu le coup de fil de votre mère. Qu'est-ce que vous avez appris en grandissant avec cette affaire, comme vous le dites?
Je crois qu'on a tous appris qu'il faut être vigilant, que ce soit avec les médias, vous avez raison de le signaler, mais que ce soit aussi avec la justice et qu'il est de notre responsabilité en termes de partie civile que d'être vigilant et de faire en sorte que les juges puissent travailler correctement. Ça n'a pas été le cas pendant des années. Maintenant, on compte bien montrer, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans d'ailleurs, que cette vérité on la veut, que cette vérité on nous la doit et qu'on n'enterrera pas une deuxième fois nos pères et nos maris. Est-ce que vous irez un jour sur les lieux de l'attentat? Est-ce que vous attendrez d'avoir S'il y a quelques années, je pense qu'on aurait été nombreux à vouloir le faire. Oui. Bon, maintenant, il faudrait être sûr que les conditions de sécurité soient réunies. On est aussi maintenant, pour beaucoup, mère de famille. On a des responsabilités. Je crois que pour le moment, non. Merci Sandrine Merci Leclerc. à Donc, vous. on nous appelle les Karachis avec Magali Drouet. C'est aux éditions Fleuve Noir Documents. Merci de votre visite dans cette édition. Nous ouvrons l'autre débat du 19h maintenant avec nos 2 invités. Donc l'arrivée de jurés populaires dans les tribunaux, la proposition du chef de l'État pour les tribunaux correctionnels soulève bien des questions. Thomas Raguet. Un jury populaire en renfort des magistrats professionnels. Actuellement, le système existe déjà pour juger les crimes. Il concerne quelques milliers de procès chaque année. Mais les affaires correctionnelles sont beaucoup plus nombreuses, plus de 300 000 par an. Étant précisé que la justice correctionnelle travaille à flux tendu, que les audiences peuvent commencer à 13h et se terminer à minuit, 1h, 2h du matin, va-t-on trouver des citoyens compétents et responsables qui acceptent de travailler dans ces conditions? J'en doute un petit peu. On ne s'improvise pas juge correctionnel. J'allais dire c'est peut-être plus facile d'être juré d'assises parce qu'on a du temps. Même si elle ne devrait concerner que certaines affaires, la mise en place de jurys populaires dans les tribunaux correctionnels sera lourde à mettre en place. Pour le syndicat de la magistrature, le principal problème de ce projet est ailleurs. Il dénonce une mise en cause du travail des juges. Le président de la République l'a clairement dit, s'il propose des jurés en correctionnel, c'est parce qu'il a été choqué par des décisions de tribunaux correctionnels. Entendons par là que, évidemment, les tribunaux correctionnels sont beaucoup trop laxistes, ce qui, tous les criminologues le diront, est parfaitement faux. Les tribunaux correctionnels en France sont de plus en plus répressifs et les prisons sont pleines à craquer. Outre les tribunaux correctionnels, les jurys citoyens feraient également leur apparition auprès des juges chargés des libérations conditionnelles. Une pratique qui n'existe nulle part ailleurs. Alors on le voit, donc les obstacles financiers et techniques sont nombreux, mais la justice est rendue au nom du peuple français. Faut-il donc que les citoyens siègent dans les tribunaux correctionnels? Pascal Clément, oui ou non? Bien, vous avez répondu, j'allais commencer comme vous l'avez fait, à savoir que la justice étant rendue au nom du peuple français, il est difficile d'être opposé à cette réforme, même si on peut y trouver un certain nombre de limites. Alors, je dirais que je suis favorable à des conditions, et si j'ai le temps, je vais vous les... On va tâcher de trouver le temps. Maître Lévy, oui ou non, êtes-vous favorable? Au nom du peuple français, ça ne veut pas dire par le peuple français. Je pense qu'il y a une nuance importante à souligner. Je suis absolument contre ce projet, qui est d'ailleurs un projet absurde, qui ne verra pas le jour, et qui est, mais non, pas du tout, et qui est une espèce de lâcher démagogique à un moment où le populisme est à la mode. Mais il s'agit de savoir si la justice serait plus juste aussi. Mais non, alors... Bon, plus sévère. Elle serait probablement pas plus sévère. Elle serait probablement un peu plus aléatoire, mais pas beaucoup. Je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Alors pourquoi ça ne changerait pas grand-chose? Non, ça ne changerait pas grand-chose si on adoptait le système actuel devant les cours d'assises. C'est-à-dire qu'on a un jury populaire qui est complètement cornaqué par les magistrats professionnels, alors que si on voulait un vrai jury... C'est l'aveu. Quand vous dites complètement cornaqué, c'est-à-dire largement dirigé. Bon. Il est cornaqué, oui, il est cornaqué, il est entouré, moi, je vais vous dire... Alors, attendez, laissez-moi terminer ma phrase. Moi, j'ai eu 2 secondes pour parler. Laissez-le terminer sa phrase. J'ai eu 2 secondes pour parler, alors vous me rendrez la parole. Ah, mais bien sûr, après. Au bout de 2 secondes, c'est fini. Je rappelle. Le jury, dans la conception d'origine, est une composition de gens pris au hasard pour prendre une décision judiciaire en toute indépendance. Si on nous met un jury seul dans le tribunal correctionnel, je suis d'accord. S'il est mélangé avec des magistrats, ça sera la cour d'assises en pire. Alors Pascal Clément. Moi, je pense que l'idée d'associer le peuple français à des décisions de justice, l'intuition peut être bonne. Mais